Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Nutshell consacrée à Lovecraft et plus précisément des ouvrages du mythe. La majeure partie de ces livres permettent, comme vous devez vous en douter, d'invoquer un ou plusieurs grands anciens, ainsi que leur patron à tous, Azathoth. Nous parlons aussi un peu des jeux de rôle et brièvement des jeux de plateau et cartes. Vous êtes prêts? C'est parti. Côté ouvrage célèbre et interdit, c'est le Necronomicon qui sort en premier quand on pense au mythe. Je vous arrête tout de suite. Ce livre, écrit par Abdul Osreed, avant d'être dévoré par des êtres invisibles en plein jour sur une place de village, n'a jamais réellement existé. C'est une invention de l'auteur. Ne vous faites donc pas refourguer, assimiler chez un vieil antiquaire. En plus, même s'il était vrai, vous deviendrez fou en le lisant. Et puis aussi d'avoir dépensé autant pour info. Une des versions commercialisées est celle du Necronomicon Simon. Je vous conseille d'ailleurs, si vous aimez les beaux ouvrages ou si vous êtes rôliste, l'édition chez Brajlon du Necronomicon. Le nom d'Abdul Osreed serait d'ailleurs un pseudonyme utilisé par Lovecraft depuis ses 5 ans après qu'il ait lu Les Mille et Une Nuits. C'est un jeu de mots avec Osreed, tout a été lu. Lovecraft a aussi dans ses romans et nouvelles parlé d'autres ouvrages, comme les manuscrits pnacotiques, dont un exemplaire est disponible suite à l'incident à Dunwich. Le bibliothécaire Henry Hermitage le conserve sur sa liste rouge de livres d'emprunt. D'après les dires, le contenu du livre entier, les fragments pnacotiques, et donc pas juste les manuscrits, serait potentiellement plus important que le Necronomicon lui-même. Il apparaît dans la nouvelle Polaris de 1918. Dedans, il fait mention de la grande race de Yith, mais rien ne prouve que les manuscrits pnacotiques ont été écrits par eux. On parle aussi de Cthugha, la flamme vivante, Afumza, le seigneur la flamme froide, Rantegoth, la terreur des hominidés, Rislekot, le ver blanc, les Gnopek, la grande race de Yith, Tsathoga, Azathoth et de son retour. Ensuite, chronologiquement, d'autres ouvrages sont cités s'inscrivant parfaitement dans la mythologie mais non écrits par Lovecraft. Unus Presliten Culten, inventé en 1931 par l'écrivain Robert E. Howard, est cité dans 4 histoires de Lovecraft. L'auteur se nomme Friedrich Wilhelm von Junst, 1795-1840. Il existe une copie du livre à l'université Miskatonic. Dans ce livre, c'est Shub-Niggurath et le culte de Tsathoga qui sont à l'honneur. Il apparaît 2 fois dans les écrits d'Howard, Les Enfants de la Nuit et La Pierre Noire. Le Liber Ivonis, ou livre d'Eibon, a été créé par Clark Ashton Smith en 1933 dans sa nouvelle Ubosata et a été repris par Lovecraft dans 3 nouvelles. Ce livre, plus ancien que le Necronomicon, a été rédigé par le sorcier Eibon, fils de Milab et apprenti de Zilak. Il était disciple du dieu Crapaud, Tsathoga, et ouvrit même un portail entre la Terre et Sikranosh, Saturne. Le livre parle d'invocations dont celle de Cthulhu, Azathoth, Rim-Shrekov, mais aussi d'invulnérabilité, lévitation, etc. Mais le plus intéressant est qu'il parle de Gadamon, un grand ancien encore à l'état larvaire, élevé par les Migos. Les Migos, c'est des créatures avec un corps de crustacés et une paire d'ailes leur permettant d'aller dans l'espace, leur maison étant sur Yugoth, Pluton. En 1935, 2 livres sont inventés par Robert Bloch. Le culte des Ghouls, écrit par un aristocrate français du XVIIIe siècle, François-Honoré Balfour, comte d'Erlette, jeu de mots avec Auguste d'Erlette, l'écrivain. Quand on parle en France d'une grande quantité de squelettes, pense aux catacombes de Paris. Enfin, les carrières de Paris, le mot catacombe faisant partie du lexique touristique. A noter qu'il a aussi fait mention du culte voué aux dieux carnivores, les loups-garous ici liés à Shub-Niggurath et Nyota. Le culte des ghouls apparaît en 1935 avec The Suicide in the Study. De Vermis Mystery, ou les mystères du ver, vient de la nouvelle Le Tueur stellaire. Ce livre de plus de 700 pages découpé en 16 chapitres aurait été écrit en prison par un alchimiste flamand du nom de Ludwig Prim en attendant son exécution. Voyageur avant tout, il aurait acquis une grande longévité grâce à des connaissances apprises entre autres en Syrie et en Égypte. Il a participé à la 9e croisade qui s'est déroulée fin XIIIe siècle. Capturé par l'Inquisition, il arrivera tout de même à donner les écrits qu'il a réalisés en prison afin qu'ils soient imprimés en Cologne l'année suivante par Eucarius Servicornus. Le livre contient des histoires sur Irim, la cité des piliers, le culte de Nefrenka et les avatars de Nyarlathotep, ainsi que ceux de Mordigon et Cthulhu. On parle aussi du culte des ghouls et de l'explication pour réaliser un pnacotique pentacle. Sans oublier une petite formule d'invocation d'un enfant de Shub-Niggurath. Les révélations de Glaaki sont apparues en 1964 dans la nouvelle The Inhabitant of the Lake de Ramsay Campbell. Tout d'abord, qui est Glaaki? Cet être vit dans un lac de la vallée de la Séverne en Angleterre. Son corps ovale est couvert comme un porc-épic d'épines qu'il utilise pour perforer la personne qui a été attirée par lui dans les rêves que le malheureux a fait.
La victime devient alors un esclave de son culte des morts vivants. Au centre de son corps se trouve une bouche énorme surmontée de 3 yeux pédonculés. Visiblement, ce Glaki avait pas mal de choses à dire puisque à ce jour on recense une douzaine de volumes, les 3 derniers ayant été rédigés par une personne hantée dans ses rêves. Le culte des morts vivants qui ont rédigé les 9 premiers ont mystérieusement disparu en 1870. Dans ces 12 volumes, on ne parle pas de Cthulhu mais de Nyarlathotep, Erof, Iglonak, Daolot et bien sûr de Glaki. Et pour finir, les fragments de Garn. Une des nouvelles, Le rempart de béton et In the Vault Beneath de Brian Lumley. C'est un livre, du moins une partie d'un grand livre, parlant d'une cité perdue, la cité de Garn, située dans le nord de l'Afrique. Elle serait habitée par des créatures ayant l'apparence de pieuvres et se nommant les Chtonians, répondant aux ordres de Shud-Mehel. Le professeur Winthrop les trouva lors d'une expédition en Afrique en 1934. C'est Sir Emery Wendy Smith qui voulut en faire la traduction. Il découvrira une chose extraordinaire avec ce livre, c'est le fait que l'analyse des cartes des cieux présents dans l'ouvrage remonte du Pléistocène jusqu'à 10 000 ans. Un livre donc porté sur l'astronomie, car après tout, les grands anciens viennent de là-haut. En parcourant même brièvement le mythe, vous pouvez vous apercevoir que les notions de planètes, d'entités extraterrestres amenant le savoir aux hommes sont omniprésentes dans les histoires. Pas étonnant quand on sait que Lovecraft voulait être astronome. De ce fait, ne serait-il pas plus juste de considérer l'œuvre du mythe comme de la science-fiction et non du fantastique ? Je parle bien sûr du mythe encore une fois. Certes, les histoires commençant souvent par la lecture d'une œuvre maudite, d'une expédition ou l'apparition d'une chose surnaturelle, ce qui, suivant la définition stricte du fantastique, peut coller parfaitement. Mais finalement, l'œuvre maudite est écrite par un extraterrestre, l'expédition est destinée à retrouver un artefact tombé du ciel, ou l'apparition d'une créature, sauf le cas de Ghoul, et finalement une rencontre du troisième type. Pour les jeux de rôle, c'est souvent simple tout en étant compliqué à cause des droits. Un des exemples est la première édition du livre Deity and Demigods de Dungeons & Dragons, dans lequel il est possible de voir les fiches des caractéristiques des grands anciens de Lovecraft et les dieux de l'univers du roman Conan. Imaginez la possibilité de jouer un voleur cultiste ou un guerrier nain prêtre de Chrome. Malheureusement, les deux sont passés à la trappe dès la deuxième édition de l'ouvrage pour raison de droit. Deux jeux actuellement reprennent l'univers du mythe. Bien sûr, quand je dis deux jeux de rôle, je dis plutôt à cet instant T et que je connais. Le plus connu et le plus ancien date de 1981. C'est celui de Sandy Peterson nommé L'Appel de Cthulhu. Le jeu de rôle se distinguait des autres jeux, et surtout du cadre de l'époque D&D, par son ambiance épouvante en quête et une gestion des points de santé mentale. Les personnages ont généralement une courte vie saine ou physique, et l'action se situe début 1900. Chaosium est l'éditeur américain, et en France c'était Jeux des cartes qui s'occupait des traductions et diffusions avant d'être pris par Sans Détour en 2005. 7 éditions plus tard, le jeu reste toujours une référence, et la gestion des personnages par le meneur de jeu est un peu moins, disons, cauchemardesque pour les joueurs. Vous pouvez, si vous le désirez, le jouer à l'époque que vous voulez, et suivant 3 modes. Le premier reprend l'idée de beaucoup de romans, c'est-à-dire que les personnages sont des témoins impuissants devant l'horreur qui se déroule devant eux. Le deuxième est celui de l'investigation, au bord voire carrément dans le fantastique et l'horreur. Et enfin un troisième mode plus débridé version pulp, film d'action dans lequel les héros et héroïnes ne contractent pas forcément des traumatismes à chaque zombie ou horreur rencontrée. L'autre jeu de rôle se nomme Cthulhu et est édité par 7ème Cercle et repose sur un système de D6. Cette version est plus narrative que la précédente au niveau du système de règles et se passe dans les années 30. Les investigateurs ont d'ailleurs la chance de ne pas pouvoir passer à côté des éventuels indices laissés par le meneur afin d'être sûr de pouvoir résoudre leur enquête. Deux modes de jeu sont proposés. Un mode pulp, et donc plus orienté action, dans lequel les héros peuvent se permettre d'être impétueux, et un autre plus enquête horrifique. La gamme de Sans Détour est sans conteste la plus fournie, mais les deux jeux de rôle sont aussi plaisants à jouer. De toute façon, comme chacun le sait, c'est le meneur qui est le plus important dans un jeu de rôle, car c'est lui qui adaptera les règles si elles sont difficiles pour les joueurs. Il existe aussi les jeux de cartes Horreur Arkham, la variante Munchkin, les jeux de plateau comme Horreur Arkham, le signe des anciens, les contrées de l'horreur, etc. et même un Monopoly. Sans oublier le récent jeu de stratégie Cthulhu Wars dans lequel vous incarnez un des grands anciens. Un jeu comme Zombicide qui demande beaucoup de place et un peu de temps de préparation. Indépendamment des problèmes légaux autour de ses écrits, Lovecraft a toujours encouragé les auteurs à réutiliser ses idées et à les enrichir. Après sa mort, beaucoup d'écrivains ont continué à contribuer à l'étoffement du mythe. J'espère que ce rapide tour d'horizon à vol de Migo, de la vie de l'œuvre de Lovecraft et de ses héritiers vous a plu. Dans le prochain épisode de Nutshell, je vous parlerai de la première héroïne d'un jeu de combat, Chun-Li. A bientôt.
Je n'ai volontairement pas parlé du côté fasciste et xénophobe de l'auteur qui transparaît malgré tout bien dans ses écrits. Il reste un écrivain majeur de la littérature contemporaine et a tant influencé d'écrivains que j'ai préféré me concentrer sur son côté positif et créatif que sur ses parts d'ombre.